Donc, à nouveau, donc, on a vu qu'on a deux types de réseaux, les réseaux point à point et les réseaux partagés. Et on parle de réseaux partagés également à diffusion naturelle, puisque la diffusion naturelle est liée au fait que lorsque j'envoie un message, ça revient à le broadcaster ou à le diffuser en français. C'est-à-dire que je veuille parler à l'un d'entre vous ou à tous, un seul message suffit. Une seule copie du message suffit. Donc c'est pour ça qu'on parle de diffusion naturelle. Tandis que vous voyez bien qu'à droite, ici, si je veux faire de la diffusion, le message, il faut le dupliquer autant de fois que j'ai de liens. Et vous voyez que la diffusion n'est plus du tout naturelle et qu'il va falloir faire des duplications et augmenter le nombre de copies dans mon système. D'accord? Ce qui peut être coûteux. Tandis que là, sur un bus, lorsque j'envoie l'information, elle est reçue de toutes. Et comme j'ai expliqué, le problème qui va se poser, on a besoin de méthodes de contrôle d'accès. Pourquoi? Puisque si j'ai plusieurs stations connectées sur le même support, donc l'avantage, c'est qu'effectivement, le message en une copie est reçu de tous. Donc ça, c'est très pratique. Parce que parfois, lorsque je communique, j'ai envie d'être entendu de tous. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, bien évidemment, le problème, l'effet de bord que j'ai, c'est que si j'ai deux stations qui communiquent à un même instant, eh bien cela va créer que les transmissions vont s'empiéter les unes sur les autres. C'est ce qui va créer une collision. Et donc la collision, c'est quoi? Ce sont des communications, d'accord, qui vont se brouiller, d'accord, puisque les signaux vont s'entrelacer, et cela va rendre la communication inintelligible. Donc tout le monde comprend que j'ai un avantage, mais également un inconvénient. Sauf que l'avantage, lui, l'emporte sur l'inconvénient. Pourquoi? Parce que typiquement, à nouveau, si je regarde en matière de coût, avoir un seul support, c'est beaucoup moins coûteux en termes d'interface, puisque j'ai une interface par machine, un seul lien. Donc ça veut dire qu'en tout, j'ai diminué drastiquement le coût de mon architecture, plutôt que d'avoir des liaisons où je suis obligé de mailler les machines entre elles. Donc pour éviter ces problèmes de collision, puisqu'on est prêt à payer le prix de la collision, eh bien, il faut chercher un moyen de l'éviter autant que possible. Eh bien, on va se doter de méthodes de contrôle d'accès. Et c'est ce que fait votre carte réseau. Donc, lorsque vous installez votre carte réseau avec un pilote, une des fonctions principales de votre carte réseau, au niveau couche liaison, c'est de faire quoi? C'est d'exécuter un algorithme distribué. Donc, ça veut dire que c'est un algorithme que toutes les machines vont exécuter ensemble. D'accord? Et le but de cet algorithme, c'est de déterminer à un instant donné quelle station est autorisée, entre guillemets, à transmettre. D'accord? Parce qu'il ne peut y en avoir qu'une. Si j'ai plusieurs stations, ça crée une cacophonie, donc les signaux vont être brouillés, je les comprends plus. Okay. Et bien évidemment, sur une longue durée, on veut être sûr que tout le monde a eu la même chance de transmettre qu'une autre station, de façon à ce que ce soit équitable. Donc, si vous voulez définir à un instant donné qui a le droit de transmettre, c'est savoir si à la fin, tout le monde a eu accès à la même ressource. Et ici, un lien est caractérisé par une bande passante. Vous vous rappelez? Donc, je peux transmettre un certain nombre de bits par seconde. En moyenne, je veux que tout le monde ait pu transmettre la même quantité de données, la même quantité de bits, sur une durée assez longue que je vais moyenner. Donc, à un instant donné, je ne peux transmettre qu'une fois, qu'une station à la fois, sauf que de manière cyclique, plusieurs stations peuvent retransmettre à des instants différents. Je dois être sûr que tout le monde, d'accord, sur une durée relativement longue, statistiquement, ait eu les mêmes chances de transmettre que d'autres stations. OK. Donc, pour ces méthodes d'accès, on va voir que ce qui est important de comprendre, c'est que la méthode d'accès que je vais utiliser va dépendre de la topologie. Et donc, on a dit que nos topologies dans les réseaux locaux, d'accord, qu'on est dans une salle machine, dans une entreprise, quand on connecte quelques dizaines, voire centaines de machines, ce qui est important d'analyser, c'est la topologie pour savoir quelle est la méthode d'accès à utiliser. Donc, on va voir que la méthode d'accès dépend de la topologie. Donc, les topologies dans les réseaux locaux, il y en a un certain nombre. On a les bus, un lien, donc c'est bien un support partagé. L'anneau, à nouveau un cercle, d'accord, un anneau qui est partagé de tous, donc c'est-à-dire que les transmissions vont emprunter les mêmes liaisons. Ou l'étoile. Alors, pourquoi je mets l'étoile dans l'eau? Parce que tout simplement, tout va dépendre de la fonction, comme on l'a vu en télé, au premier, de la fonction de l'équipement ici qui réalise l'interconnexion, qu'on appelle un concentrateur. Ça peut être un hub ou un commutateur. On a déjà vu ces exemples. Bon. Et on a également des modèles hybrides au travers de l'art, où on a un bus, mais à la fois des étoiles.
Donc attention, on peut tout mélanger. Ok. Et de la même sorte, on peut avoir plusieurs anneaux interconnectés entre eux. Ok. Donc ça aussi, c'est possible. Donc pourquoi il est important de voir la topologie? Alors la topologie physique est importante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en plus de cela, il faut bien évidemment comprendre qu'il y a aussi ce qu'on appelle la topologie logique. Alors j'en parle rapidement. La topologie physique, comme on l'a vu, c'est typiquement, ça décrit où sont les nœuds et comment ils sont connectés entre eux, quelle est la distance qui les sépare et quelle est la connectivité que je vais créer. Donc ça, c'est ma topologie physique. Donc là, j'ai mis le bus et le concentrateur. Sauf que du point de vue de la méthode d'accès, il faut également voir comment l'information transite. Je m'explique. Donc quand j'ai un bus, on le voit dans la figure du haut, un message envoyé est reçu de tous. D'accord? Si je prends l'étoile maintenant et que le rôle de l'équipement qui est au centre est de diffuser l'information sur tous ces ports, le résultat est le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au même titre qu'ici, si une machine transmet en même temps, je crée une collision. Ben, si j'ai deux machines qui transmettent en même temps, je vais également créer une collision. Donc, vous voyez que typiquement, tout dépend de comment l'information transite sur le réseau. Okay. Donc, par exemple, dans le cas de l'étoile, si mon commutateur au centre, eh bien, envoie partout, ben, ça revient à avoir un bus. C'est quasiment identique. Et donc, ça veut dire que la méthode d'accès que j'utilise, que ce soit sur un bus ou sur une étoile, eh bien, peut être la même. Donc, attention, la méthode d'accès ne dépend pas uniquement de la topologie physique, mais également comment l'information transite sur ce réseau-là. Et c'est ce que décrit justement la topologie logique. Voilà, donc là, je vous montre qu'effectivement, dans les deux cas de figure, je peux avoir des collisions, même si les topologies physiques ne sont pas les mêmes. OK. Donc, j'espère qu'à présent, tout le monde comprend qu'on a besoin de méthodes de contrôle d'accès. On l'a déjà dit, ce sont les algorithmes distribués, donc chacun exécute une petite partie de logiciel, qui est généralement même codé sur le matériel de votre carte. Donc ça doit être des choses relativement simples à mettre en place et qui typiquement vont permettre donc de déterminer qui peut transmettre. Et savoir qui peut transmettre à un instant donné, sur une longue durée, ça revient à partager la bande passante de mon lien parmi toutes les stations. Donc c'est des mécanismes de contrôle d'accès et qui permettent également de partager mes ressources. Okay. Donc, ce qui est assez important ici, c'est d'être sûr qu'on est équitable. Et donc, c'est-à-dire que quand je conçois mon algorithme, une façon d'évaluer cet algorithme, c'est pas de savoir s'il y a des collisions ou pas. L'algorithme a été conçu dans ce but-là. Et ce qui est important, c'est d'évaluer ses performances en termes d'équité. Est-ce que finalement, tout le monde a la même chance de transmettre? Ça, c'est important. Et donc, typiquement, j'ai déjà dit, je prends en compte la topologie logique et c'est ce qui est important. Donc, parmi ces méthodes, il y a deux grandes familles. Il y a les méthodes statiques, où typiquement l'ordre d'accès au support ne change pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est de manière cyclique. Il y a un ordre qui a été établi et qui ne va pas changer. Donc, je vais numéroter les stations et chacune dans l'ordre vont accéder au support de manière cyclique, par exemple. Ou ça peut être quelque chose de plus dynamique, qui est donc plus efficace et qui va dépendre de la demande. À un instant donné, je ne vais donner la main à une station qu'à condition qu'elle ait besoin de transmettre. Parce que si je donne la main à une station qui n'a rien à dire, je vais gaspiller de la bande passante pour rien, puisque typiquement, elle va rester muette. Mais quand c'est statique, ça veut dire que je ne crée pas l'accès selon les besoins. Donc c'est pour ça que le dynamique, quelque part, est beaucoup plus adapté au réseau de données. Donc regardons justement un peu plus de détails. Donc lorsque je suis en statique, je peux soit diviser la bande passante, soit diviser le temps. On va voir, j'ai un transparent pour vous le montrer. En dynamique, on a soit le déterministe, ça veut dire que je peux déterminer à l'avance qui va transmettre, ou l'aléatoire, c'est-à-dire que là, typiquement, je ne peux pas déterminer à l'avance, avec exactitude, qui va avoir accès au support. C'est par exemple, imaginez qu'à un moment donné, on a tous les deux la parole et qu'on la prend. On se coupe la parole. Généralement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en bonne société? C'est que chacun va s'excuser, attendre un temps aléatoire et réessayer. Donc, ça veut dire que du fait qu'on attende un peu, mais pas la même durée, on ne peut pas être sûr de qui va pouvoir reprendre la parole après que on se soit coupé la parole. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est totalement aléatoire. Et justement, les cas les plus
populaires que l'on est à l'heure actuelle dans les réseaux, c'est Ethernet et le Wi-Fi. Et tous les deux utilisent donc une méthode d'accès aléatoire. Okay, donc, on va essayer de comprendre pourquoi c'est aléatoire et qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est en déterminisme, eh bien, on peut le savoir à l'avance. Donc, je vous propose d'évaluer ces différentes méthodes et de les passer en revue. Ok, on peut prendre une petite pause peut-être pour prendre quelques questions. Donc, oui, l'enregistrement a démarré et merci de m'avoir répondu. D'accord, à ceux qui ont le réflexe parce que j'avais oublié de cliquer sur enregistrer. Est-ce que vous avez des questions ou on peut continuer? Vous pouvez prendre la parole, hein, on n'est pas si nombreux que ça là. Ou vous pouvez chatter. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux continuer? Donc, mettez un petit pouce pour être sûr. Merci Juliane. Merci Romain. Merci Alex. Merci Nicolas. Merci Amine. Merci Louis. Oh là, il y en a trop là. Merci Thomas. Merci Sarah. Merci Lina. Merci Perrine. Tiane. Louaille. Toine. Bon, désolé. Hein. Vous pouvez expliquer pour l'étoile. Alors, Maniche. Donc, ce qu'il faut comprendre, et à nouveau, moi, ce que je veux que vous ayez compris, c'est quoi? J'ai une station qui envoie un message. La question qu'on va se poser, c'est qui va le recevoir? Qui va recevoir le message? D'accord, Maniche? Donc, ça veut dire que si je suis sur un bus, on a vu que sur le bus, tout le monde reçoit automatiquement et je ne peux pas bloquer le message. Maintenant, si j'ai l'étoile, d'accord? Donc, un envoie et typiquement, pour savoir qui va recevoir, on va se poser la question de savoir que fait le concentrateur au centre de l'étoile. S'il envoie à tout le monde, eh bien, ça veut dire que le même message a été reçu de tous. Donc, c'est comme si j'étais sur un bus. Par contre, on a vu en TD, et on le verra la semaine prochaine, on peut avoir un switch ici, un commutateur. Et si c'est un commutateur, le commutateur, typiquement, il peut découvrir que la destination est située uniquement sur un port. Donc, ça veut dire qu'une transmission, un seul récepteur. Donc, c'est pour ça que, typiquement, on va définir des méthodes d'accès où on doit se poser la question, dans le cas de l'étoile, que fait le concentrateur? Ok, donc voici ma réponse Maniche. Continuons. Donc, commençons par les statiques. Et attention, j'ai mis la petite pastille DM. Alors, je sais que ça vous aide. Donc, oui, il y a une question dans le devoir qui porte là-dessus. Très simple, mais voilà, je vous le dis. D'accord, vous l'avez vu, le petit DM. DM, ça veut dire devoir à la maison. D'accord, donc pour le devoir qui sera ouvert après l'amphi, vous allez avoir une question là-dessus qui est vraiment très simple, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concernant les méthodes statiques? C'est assez simple. On peut commencer avec le temps déjà. Ce qu'on va dire, c'est que le temps va être découpé en intervalles. Okay, et ces intervalles, c'est ce qu'on appelle en anglais les time slots. La traduction, c'est time slot. Donc ici, j'ai représenté la durée d'un slot. Donc je discrétise le temps en intervalles. Et typiquement, ce que je veux faire, c'est que je vais attribuer à chaque intervalle une station. Et vous voyez que cycliquement, chaque station va avoir accès à nouveau au support et va être autorisé à transmettre pendant cet intervalle de temps. Ok? Une fois que j'ai occupé mon intervalle, je passe à une machine suivante. D'accord? Donc cette méthode, est statique, sauf que, bien évidemment, elle n'est pas forcément très efficace. Pourquoi elle n'est pas efficace? Parce que typiquement, si à un instant donné, je force, je vous dis, bah tiens, je prends l'un d'entre vous et je vous dis, bah c'est ton tour, il faut que tu parles. Et si vous n'avez rien à dire, ça veut dire que tout le monde reste silencieux, la bande passante est gaspillée et personne ne va parler. La seule station qui est autorisée à parler, c'est la suivante, mais elle doit attendre son tour. Donc ça, déjà, c'est un problème. D'autre part, c'est pas très efficace. Si à un instant donné, dans mon réseau, je dois rajouter ou supprimer une machine, il va falloir que je refasse une allocation des intervalles de temps aux nouvelles machines qui sont présentes, à savoir, soit il y en a moins, soit il y en a plus. Donc, ça veut dire que ici, ça marche uniquement si j'ai un réseau dans lequel le nombre de machines n'évolue pas, d'accord? Et qui plus est, toutes les machines sont extrêmement bavardes. C'est-à-dire que je leur donne la parole et elles ont quelque chose à dire. Mais ça, c'est pas forcément le cas des réseaux de données. Dans un réseau de données, vous savez, généralement, nos activités en tant qu'utilisateur, lorsqu'on surfe, par exemple, c'est on télécharge une image, on la regarde, donc on reste oisif, peu actif, jusqu'à ce qu'on change de page, et dans ce cas-là, on recrée du trafic. Donc, ça veut dire que, comme vous voyez, dans un réseau de données, c'est plutôt il y a des pics de trafic et d'autres temps où on est totalement inactif. Donc, forcément, cette méthode n'est pas forcément adaptée. D'autre part, sachant qu'on est des stations ici, il faut qu'on ait des horloges qui soient totalement synchrones. C'est-à-dire qu'on ait tous une même montre, d'accord, qui typiquement nous donne le même temps. Donc, c'est-à-dire que lorsque mes 10 secondes ont été écoulées, par exemple, si le slot
dure 10 secondes, mais il faut être sûr que la station suivante n'empiète pas sur mon intervalle de temps ou n'attende pas trop longtemps pour qu'on puisse commencer immédiatement après. Donc, il faut que les horloges ici soient totalement synchrones. Donc, ça, c'est compliqué. De l'autre côté, on a quoi? On a la division en fréquences. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va se dire, très bien, lorsqu'on envoie les signaux ont des fréquences. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais typiquement découper ma fréquence en sous-fréquences et je vais autoriser les stations à envoyer des signaux dont les fréquences appartiennent uniquement à ces sous-bandes. Donc, ça veut dire que typiquement, je n'ai pas accès à l'ensemble de ma bande passante. On me donne juste une petite portion de cette bande passante, d'accord? Et je ne peux envoyer des signaux qui typiquement ont des fréquences qui tombent pile dans cette sous-bande. Donc, ça veut dire qu'à un instant donné, toutes les stations peuvent transmettre en même temps, mais avec un débit beaucoup moindre que la figure de droite. Okay. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut réaliser un sous-découpage. Qui dit c'est le sous-découpage, il faut qu'on connaisse le nombre de machines à l'avance. Et que si ça change au cours du temps, il faut redécouper les plages de fréquences. Donc ça prend du temps. Et typiquement, il faut ensuite réinformer toutes les machines de la bande passante qui lui est attribuée. Et il faut d'autre part qu'on fasse en sorte que typiquement, on n'empiète pas les uns sur les autres. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va toujours intercaler un espèce de sous-espace de sécurité, de façon à ce que les fréquences à la frontière ne s'empiètent pas trop. Donc, on va créer un espèce de petit gaspillage. D'accord? Donc, ça, c'est les deux méthodes principales qui sont statiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut même mixer les deux. C'est-à-dire que par intervalle de temps, on peut également avoir des sous-bandes, donc on peut faire un mix des deux. D'accord? Donc ça, c'est pas du tout adapté au réseau de données, c'est plutôt des choses qu'on fait dans les réseaux téléphoniques. Pourquoi? Parce que typiquement, lorsque j'appelle, a priori, je parle. Donc ça veut dire que la bande passante qui m'est donnée lorsque je véhicule de la voix est utilisée. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus adapté. Par exemple, dans les réseaux GSM, je suis dans une cellule. Dans cette cellule, j'ai un certain nombre de fréquences disponibles. Eh bien, on va sous-découper selon le nombre de stations ou le nombre de terminaux qui peuvent visiter la cellule. Et lorsque j'arrive dans la cellule, on va me donner une sous-bande que je peux utiliser pendant une certaine durée. Et de manière cyclique, je vais avoir accès donc à cette sous-bande, d'accord, de manière périodique. Donc, c'est ce qu'on fait généralement dans les réseaux GSM. Et ça tombe bien parce que lorsque je parle au téléphone, je suis facturé à la minute. Donc, même si je parle pas et je vous appelle, par exemple, sans parler, l'opérateur, il est content. Même si j'ai gaspillé la bande passante, à la fin, je paye le même prix. Donc, c'est pas forcément un très gros problème. OK? Donc, voici ce qui se passe en statique. Donc, est-ce que tout le monde a compris le principe? Est-ce que je peux passer au dynamique? D'accord? Merci Tian, merci Perrine, merci Julie, merci Ibrahim et tous les autres. Allons-y pour le dynamique. Donc on l'a vu, hein, le problème du statique, c'est que il faut que les machines soient en nombre réduit, parce que je ne peux pas non plus diviser ma bande de fréquence à l'infini. Il faut que le nombre de stations soit fixe et stable dans le temps. Et il faut que je connaisse leur nombre et leurs besoins à l'avance. D'accord? Et que ces besoins soient stables et qu'ils ne changent pas au cours du temps. Donc vous voyez que c'est assez restrictif. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté au réseau de données, au réseau informatique. Pourquoi? Parce que dans un réseau informatique, le nombre d'utilisateurs varie. Regardez les salles machines. À midi, il n'y a personne, tout le monde va manger. Le matin, il y a moins de personnes. Lorsqu'il y a TD ou TP, il y a plus de personnes qui sont présentes. Donc, ça veut dire que au cours du temps, vous voyez que les besoins évoluent. D'accord? Donc, le nombre de stations actives, avec un utilisateur qui donc clique sur la souris ou qui utilise son clavier et qui génère du trafic, varie. Pareil pour le trafic en lui-même. D'accord? Lorsque je clique sur des pages web, je génère plus ou moins de trafic. D'accord? Bon, vous allez me dire, quand je fais du streaming, c'est plutôt du continu. Je vous l'accorde. Mais le streaming, c'est quand même un cas particulier. Et si je regarde la plupart des autres applications, le mail, quoi d'autre que ce qu'on a, le web, etc., eh bien, généralement, c'est du trafic qui est beaucoup plus sporadique, avec des crêtes et des périodes d'inactivité. D'accord? Donc, c'est le cas de ce qui se passe dans les réseaux informatiques et c'est pour cela que le statique s'avérant pas du tout efficace, on est parti sur des méthodes dynamiques. Et ces méthodes dynamiques, donc, elles vont répondre aux demandes immédiates. Donc, instantanément, je sais quelles sont les demandes en termes de trafic, qui veut transmettre. Et donc, connaissant
cette information-là, je vais allouer la bande passante, ou je vais donner l'autorisation à transmettre aux machines qui ont réellement quelque chose à dire. Okay. Donc, dans le dynamique, comme on l'a dit, on a le déterministe et l'aléatoire. Donc, commençons par le déterministe. Donc, dans le déterministe, on a deux grandes familles. On a ce qu'on appelle le pooling, ce qui veut dire en anglais le sondage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de table pour demander qui a quelque chose à dire. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, et vous avez un exercice, pas dans le DM, je vous rassure, mais en TD, c'est ce qu'on fait en Bluetooth. Donc, en Bluetooth, généralement, j'ai un maître avec jusqu'à 7 esclaves qui peuvent être, par exemple, vos oreillettes Bluetooth, votre clavier sans fil, votre souris. Donc, vous connectez votre PC ou votre smartphone avec tous ces périphériques. Et comme il y a des input-output, eh bien, pour donner la main à un des périphériques, on va faire ce qu'on appelle le polling. C'est-à-dire que le maître, qui est la machine, on va voir un exemple, donc va sonder les différents périphériques, les différentes stations, pour savoir qui a du trafic à transmettre. Bon, ça se passe tellement vite que, bien évidemment, vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous cliquez à la fois sur un clavier sans fil et une souris, eh bien, typiquement, vous avez l'impression que c'est paralysé. Ah non, mais à vrai dire, il y a des petits slots, d'accord, pendant lesquels j'ai été sondé et on m'autorise à transmettre des données. D'accord, donc il y a des micro-périodes de blocage. Vous ne les voyez pas, ça tombe bien. Donc, il y a le polling pour le déterministe et le jeton. On va voir ces deux exemples. Allons-y. Donc, dans le polling, il y a deux variantes. Il y a le roll call et il y a le hub polling. Donc, on va essayer de voir la différence, mais en tout cas, la méthode, les deux variantes ont le même principe. Je dois introduire ce qu'on appelle une station primaire ou encore appeler un maître. C'est comme ça, il faut qu'il y ait une élection, d'accord, ce qui complique un peu les choses, mais il faut qu'il y ait une élection qui fasse qu'à un instant donné, une des machines soit la machine maître. D'accord. Bon. Et toutes les autres stations deviennent des stations secondaires. Donc, à nouveau, dans un réseau Bluetooth, le maître, c'est votre smartphone, et les esclaves, ce sont les différents périphériques que vous utilisez en sans fil. OK. Bon. Donc, le but du maître, c'est de faire quoi? C'est d'interroger à tour de rôle, d'accord, dans un ordre prédéterminé, les différentes stations sur le réseau, les esclaves. Et donc, typiquement, suite à ce sondage, donc quand je demande à une station, je vais lui dire, est-ce que tu as quelque chose à transmettre? Soit la station a quelque chose à transmettre, et dans ce cas-là, elle envoie les données, okay, soit elle répond négativement et elle dit, moi, j'ai rien à dire. Et donc, je fais quoi? Je passe à la seconde station. Le maître va interroger la station suivante, dans le même ordre, pour savoir si, à son tour, elle a quelque chose à dire. D'accord? Donc ça, c'est le roll call polling. D'accord? Donc ça veut dire que je fais ça par roulement. D'accord? Je vais sonder les différents esclaves. Alors, le roll call, c'est quelque chose qui est adapté lorsque je crée une sorte d'étoile. Vous voyez que j'ai beau être sur un bus ici, si je me suis prédéterminé un ordre, eh bien, que je sois sur un bus ou sur une étoile, ça revient au même. Puisque typiquement, je vais adresser mes demandes de sondage aux stations une par une. Bon. On peut également avoir une topologie similaire lorsqu'on est sur une étoile, sachant que typiquement, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que le sondage repasse par la machine maître qui reprend la main, non, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire passer le message d'une station à l'autre. Donc, vous voyez que le maître demande à la station 1, qui, dès lors qu'elle a terminé, va passer le sondage à la machine 2, qui, à son tour, va passer la main à la station 3 pour revenir vers le maître. Donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez, au fur et à mesure, le sondage ne repasse pas en centralisé par le maître, mais elles sont relayées par les différentes stations qui vont dans le même ordre, d'accord, passer le sondage à chacune des autres stations. C'est pas une très grosse variation, puisque au final, je sonde dans le même ordre, et que finalement, les stations n'émettent qu'à condition d'avoir été sondées. Vous voyez qu'à un instant donné, une station ne peut pas délibérément décider d'émettre, à moins qu'elle ait été invitée à le faire grâce à un sondage ou un polling. D'accord. Donc, si on regarde l'exemple sur un schéma comme on le représente ici, donc ici, j'ai mon maître à chaque fois, d'accord, qui a été élu ou qui, par défaut matériellement, ne peut être personne d'autre, c'est mon smartphone. Et typiquement, ce que je vais faire, c'est que donc chacune des autres, des esclaves est connue,
d'accord? On lui a attribué un ordre d'interrogation. Et donc, ce que je fais, c'est que j'envoie un pôle, d'accord? J'interroge la première machine ici, qui va me dire, bah non, j'ai rien à dire. La machine S2, je l'interroge à son tour, elle a rien à dire, d'accord? Par contre, lorsque j'arrive au niveau de la machine S1, bah, la machine S1 va me dire, ah oui, j'ai quelque chose à dire, voici les données que je voudrais envoyer. Donc, les données sont envoyées au maître, qui, lui, va se charger de les envoyer au destinataire qui avait été indiqué dans le message renvoyé par la station émettrice. Okay, et donc, on recommence de manière cyclique. Donc, vous voyez qu'il y a toute une durée où finalement, la machine S1 avait été bloquée pendant toute la durée du polling. Pourquoi? Parce qu'elle arrive en dernier. C'est comme ça. Okay, donc, vous voyez qu'il y a toute une période où finalement, je fais des sondages inutiles, entre guillemets, mais qui évitent qu'il y ait des collisions. Quand je fais le up-polling, ben c'est pareil, sauf que comme vous l'avez vu, hein, je commence à interroger la première, qui est S1, qui passe le sondage à S2, qui dans ce cas-là, ah oui, j'ai quelque chose à dire, envoie les données au maître. Le polling continue jusqu'à ce qu'il repasse par le maître, et une fois que le maître a répertorié toutes les données qui doivent être émises, ben dans ce cas-là, va les envoyer de manière effective une fois que le cycle est terminé. Une fois que les données ont été envoyées à tout le monde, au destinataire, hein, je reprends ma phase de polling. OK? Donc, est-ce que tout le monde a compris les deux variantes? Bon, c'est pas grand-chose. Le plus important dans tout cela, bien évidemment, c'est de connaître, qui est le maître. Donc, ça peut être fait soit par élection, soit c'est quelque chose qui est de facto lié à l'architecture matérielle. Et une fois qu'on a ça, et que je découvre mes esclaves, il faut que je les ordonne de manière arbitraire. Bon. Et évidemment, on peut également, là, je fais pas la version complexe, mais on peut également mettre un système de priorité en place où je vais interroger plus fréquemment certaines stations que d'autres, mais dans le schéma par défaut, on a un ordre préétabli et on les interroge à tour de rôle. D'accord? Donc voici pour le polling. Donc pourquoi c'est statique? Parce que si je connais l'ordre d'interrogation, je sais à quel moment une station va être autorisée à transmettre. Donc c'est totalement déterministe, puisque l'ordre n'est pas aléatoire. Si ici j'interrogeais mes slaves de manière aléatoire, et non pas dans un ordre préétabli, je ne pourrais pas avec garantie savoir à quel instant une machine peut émettre. Il y a une borne sup, certes, mais typiquement, je n'aurais pu déterminer avec exactitude l'instant où la transmission aurait eu lieu. D'accord? Mais lorsque je connais l'ordre d'interrogation, il n'y a pas de problème. Passons au jeton. Le jeton, c'est quasiment similaire, sauf qu'ici, j'envoie pas un message de polling. J'ai une séquence particulière qui est une séquence binaire, hein, bien connue. Donc, c'est un message avec reconnaissable du point de vue de sa composition binaire. Et l'intérêt ici de l'anneau, c'est que j'ai pas besoin d'avoir une station primaire. D'accord? Donc, c'est-à-dire que chacun décide de son propre derechef sans être obligé de référer ou de faire un rapport à une station maître. Donc, ce qu'on fait ici, donc j'ai un message ou une trame, puisque je suis au niveau 2, qui circule en permanence sur mon anneau. Alors, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un bit en erreur, le jeton est corrompu, il faut le corriger. Si le jeton disparaît, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut, vérifier l'intégrité et l'unicité du jeton en permanence sur le support. Donc ça, c'est des mécanismes complexes, hein, d'accord, à mettre en place. Mais c'est la condition pour utiliser un jeton. Donc, partons d'un principe que, par hypothèse, qui est très forte, le jeton n'est jamais corrompu, et 2, il est ni dupliqué ni supprimé pour que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va définir 2 états. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon jeton, je vais mettre un bit, d'accord, qui va indiquer si le jeton est libre ou occupé. Alors, on va essayer de comprendre en quoi ces 2 états diffèrent. Mais avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que jeton, c'est pas forcément uniquement quelque chose que j'utilise sur un anneau, parce que lorsque je suis sur un anneau, du fait du sens de circulation, je n'ai pas besoin de dire à qui j'envoie le jeton. Donc, j'ai pas besoin d'inclure une adresse dans le jeton. Par contre, je peux également utiliser un jeton sur un bus. Mais pour que ça fonctionne sur un bus, il faut que typiquement les machines s'envoient l'une à l'autre le jeton. Et comme on l'a dit sur un bus, lorsque j'envoie, tout le monde reçoit, il faut qu'à un moment donné,
j'indique à qui j'envoie le jeton en particulier. Donc, ça veut dire que je vais rajouter une adresse où à chaque fois, je vais dire que là, je l'envoie à 2, là, je l'envoie à 3 dans un ordre préétabli, là, je l'envoie à 4, là, je l'envoie à 5 et après, je le renvoie vers 1. Donc, j'ai introduit un sens de circulation virtuelle qui permet de recréer un anneau du fait que chacun connaît son successeur sur le bus, qui fait que le jeton va transiter d'une machine à l'autre de manière cyclique, un peu comme si j'étais sur un anneau, mais ici, pour que virtuellement, je crée une topologie logique qui ressemble à un anneau alors que je suis sur un bus, je ne peux faire autrement que d'avoir un jeton qui contient une adresse et qui plus est, où chaque station connaît la machine successrice, je pense. On est d'accord? Donc voilà, donc c'est juste pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de jetons non adressés ou adressés. Adressé, c'est uniquement que je recrée un anneau sur un bus. D'accord? Donc, ça veut dire que le jeton n'est pas propre, cette méthode d'accès qui est contrôlée par jeton n'est pas propre à une topologie physique qui est un anneau, puisque je peux recréer virtuellement une topologie logique sur un bus. D'accord? Donc, vous vous rappelez, hein? C'est pour ça que c'est important. Alors, prenons l'exemple sur un anneau, hein, puisque c'est pas tellement différent lorsqu'il est adressé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on a un jeton qui a deux états, au travers d'un bit, par exemple, qui va indiquer si oui ou non le jeton est actuellement occupé ou pas. Alors, occupé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un instant donné, une station est en cours de transmission. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, c'est plutôt simple. Donc, j'ai une station qui désire émettre. D'accord? Dans notre cas, c'est la station 2. Donc, le jeton, lui, circule et donc arrive au niveau de la station 2 dans l'état libre. Okay, donc, prenons l'hypothèse que le jeton est libre. Donc, sachant que la station 2 désire émettre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rajouter au jeton, donc elle va modifier l'état du jeton pour dire qu'actuellement, une station est en cours de transmission. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai mis le jeton là en rouge. Et ça veut dire que le bit indique, j'ai un drapeau qui dit que le jeton est occupé et que je vais rajouter à mes données. Donc, ça veut dire que lorsque j'envoie mon message de données, le message de données, ça va être les données, le jeton, dont j'ai modifié l'état pour que les gens voient qu'une transmission est en cours. Et en même temps, dans les données, je vais avoir le bit A. D'accord? Donc, c'est un bit supplémentaire qui permet d'indiquer les accusés. Donc, voyons comment il fonctionne. Donc, le message, lui, va transiter sur l'anneau jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Alors, la destination va partir du principe que c'est la station 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données sont reçues de tous, de 3, de 4, mais elles ne se reconnaissent pas comme étant la destination. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles laissent le message transiter sur l'anneau. D'accord? Donc, la copie passe jusqu'à la station 5. Au niveau de la station 5, qu'est-ce que je fais? Je reçois les données. Je copie les données en local. Je laisse les données sur le réseau et je vais rajouter un bit. Le bit A, je vais le passer à 1 pour indiquer que les données viennent d'être accusées par le destinataire. Finalement, les données vont revenir vers la station 2 qui va, elle, retirer les données, remettre le jeton dans l'état libre et libérer le jeton vers la machine suivante. D'accord? Donc, vous comprenez qu'ici, l'état du jeton, selon qu'il est occupé, ça veut dire que à la suite se situent des données qui sont à la destination d'une machine. D'accord? Et ça veut dire que le destinataire va se reconnaître au travers de l'adresse véhiculée dans les données, va indiquer que les données ont été correctement reçues au travers du bit d'accusé. Si par exemple les données ne sont corrompues, ben, le bit, je vais le laisser à 0, ce qui fait que lorsque la source va recevoir les données, voir que le bit n'a été pas positionné, elle peut par exemple retransmettre pensant que les données ont été corrompues. Donc ce bit est assez intéressant et c'est ce qui fait que typiquement je laisse le message bouclé pour un tour complet. Ok? Donc voilà, et typiquement, juste une précision, et vous le verrez en télé parce qu'on a un scénario qui va vous permettre de le voir dans le détail. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Donc, lorsque j'ai la station 1, la station 2, par exemple, qui est la station source, et la station 5, d'accord? Imaginez qu'ici, j'ai une autre station. Ma question est la suivante. Lorsque 5 reçoit le jeton, sachant que la transmission est en théorie terminée, pourquoi ne pas mettre le jeton à l'état libre immédiatement après? D'accord? Vous voyez que typiquement, je peux tout à fait dire qu'une fois que la transmission est terminée, ben, plutôt que d'attendre que le jeton ait fait le tour complet, je le libère
dès le destinataire. Pourquoi je ne le fais pas d'après vous? Alors, vous pouvez chatter rapidement la réponse. Alors, Louis, je suis tout à fait d'accord avec ta réponse. Et également Ibrahim Ibrahim pardon et Louaï. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a les données plus le jeton. Donc, les données, on peut les laisser transiter grâce à l'accusé, mais le jeton, typiquement, on pourrait éventuellement le libérer aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on fait, c'est que on laisse le jeton faire un tour complet, d'accord, de façon à être équitable. Parce que vous voyez que si typiquement je libère le jeton en avance, ça veut dire que certaines stations peuvent éventuellement jamais revoir le jeton libre dans le même ordre. Alors que là, si je fais le tour complet, je suis sûr que la machine suivante ici peut avoir une chance d'émettre. Si je libère trop tôt le jeton, finalement, je peux m'amuser à faire un espèce de ping-pong entre deux stations et celles qui sont au milieu sur l'anneau ne jamais voir le jeton libre. Donc, je laisse le tour complet pour être sûr que les stations suivantes puissent le voir libre. D'accord? Vous allez voir l'exemple et ça marche correctement. OK. Donc, on vient de finir donc les méthodes déterministes. D'accord? Donc, d'un côté, on a les méthodes, comme on a expliqué, donc dynamiques déterministes avec le polling et le jeton. Donc, ça, c'est terminé. Maintenant, on va voir les méthodes aléatoires si vous n'avez pas de questions. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les méthodes déterministes que l'on vient de voir? Ou est-ce que je peux passer aux méthodes maintenant qui sont totalement aléatoires? Alors, j'ai vu que Ethan met un pouce, Dimitri aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les chatter. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. On est largement à l'avance. On n'a pas besoin de courir. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez aussi. OK? Donc, en tout cas, j'espère que vous avez tous compris que jusqu'à présent, alors, c'est une très bonne question, Florian. Je vais y répondre dans un instant. Donc, vous comprenez que ici, lorsque j'utilise le jeton, la seule machine qui est autorisée à transmettre, c'est celle qu'il a reçue à l'état libre et qu'il a occupée. Donc, est-ce que j'ai réussi mon pari ici d'avoir une méthode distribuée où finalement je suis sûr qu'à un instant donné sur mon anneau, j'ai une seule machine qui est autorisée à transmettre. Donc, pour répondre à Florian, effectivement, il faut mettre, on a fait une hypothèse qui était forte, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que le jeton est correctement libéré. Si tu as une station en laquelle tu n'as pas confiance et qui va garder le jeton à l'état occupé, ça ne fonctionne plus. D'accord? Donc, à nouveau, en réseau, on va voir, lorsqu'on a des mécanismes et dans tous les systèmes distribués, tout est basé sur la confiance. D'accord? Donc, toutes les machines sont conçues de manière égale, mais effectivement, si une machine quelqu'un magouille sa machine, d'accord, et ne libère pas le jeton, ça ne fonctionne plus. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Donc, Myriam me dit que c'est la première machine qui libère le jeton. C'est celle qui libère, c'est la source. Celle qu'il avait mis dans l'état occupé, c'est uniquement elle qui a le droit de le remettre à l'état libre. Ok, Myriam? Et ensuite, en relisant le PDF, on enverra sûrement des questions. Ok, bah, pas de problème. Très bien. Les stations sources, quand la donnée a fait le tour, est-ce qu'elle vérifie que les données n'ont pas été corrompues et le cas échéant, elle renvoie le message? Tout à fait, Ibrahim. Absolument. C'est aussi le but que de recevoir la donnée pour être sûr qu'elle a été reçue de manière non corrompue. Mais en tout cas, le bit de l'accusé, c'est aussi ce que ça permet. Donc, si le destinataire a positionné le drapeau A à 1, je suis sûr que, en tout cas, le destinataire, lui, a correctement reçu le message. D'accord? Donc, le bit A est également utilisé pour ça. Donc, ça permet d'être sûr que, 1, le message a été reçu et qui plus est sans erreur. OK? Bon, passons aux méthodes aléatoires, puisque j'imagine que vous êtes tous très intéressés par ça, puisque c'est ce que vous utilisez. Donc là, attention, hein, le roll calling, comme j'ai dit, le Bluetooth le fait. D'accord? Mais vos machines, principalement, elles font de l'Ethernet et du Wi-Fi, et donc c'est des mécanismes qui sont totalement aléatoires. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'on entend par cela. Donc, avant de rentrer dans la version, comment dire, la plus aboutie, qui est celle qui est utilisée par nos cartes Ethernet, par exemple, on va essayer de comprendre d'où viennent historiquement ces mécanismes, ok, et voir que typiquement, il y a eu des évolutions
qui ont eu lieu durant alors maintenant ça fait très longtemps, hein, ça fait depuis les années 70. Et typiquement, Ethernet est apparu à la fin des années 80. Mais il y a eu des évolutions qui ont eu pour but de rendre plus efficaces ces mécanismes. Donc, on va essayer de comprendre sur ces mécanismes simples en quoi est-ce que c'est aléatoire. Donc, la première version de ces mécanismes est apparue sous le nom de Aloha. Pourquoi? Parce que c'est apparu sur Hawaï. Donc, Aloha en haïtien, ça veut dire non, Hawaï. Ouais, Hawaï, ça veut dire bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, ce que fait une station sur le réseau, c'est que lorsqu'elle a un message à envoyer, elle l'envoie. Bon, c'est comme ça. Elle ne se pose pas de questions et elle commence à transmettre. Vous allez me dire, c'est un peu idiot, puisque là, lorsque la machine verte décide d'émettre, une autre machine était en cours de transmission. C'est-à-dire que là, elle crée une collision. Bon, c'est bête. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que s'il y a collision, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attendre un délai aléatoire. Donc, on tire une valeur aléatoire et chaque station fait ça. Aléatoire, ça veut dire que chaque station, a priori, va tirer une valeur différente en espérant que ces valeurs soient suffisamment différentes pour que lorsque je retente le coup à l'expiration de ce délai, eh bien, les stations retransmettent suffisamment décalées dans le temps pour éviter que la collision ait lieu à nouveau. Donc, je répète, donc je transmets. S'il y a collision, j'arrête de transmettre. Les stations qui ont détecté la collision se taisent pendant une durée aléatoire et retentent à l'échéance de ce timer. Okay. Donc, c'est relativement simple. Bon, par contre, dans tout cela, on n'a pas expliqué comment savoir qu'il y a eu collision. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais juste pour dire que cette première méthode est très peu efficace. L'efficacité ici de 18%. Ça veut dire quoi 18%? Ça veut dire que sur 100 tentatives, il n'y en a que 18 qui vont aboutir. Vous voyez que c'est totalement, en termes de bande passante, je pense que je passe plus de temps à transmettre des messages qui vont être en collision, d'accord, qu'à transmettre des messages en succès. Bon. Pour éviter ça, la première solution, ça a été de faire ce qu'on appelle le slotted Aloha. Et donc, le slotted Aloha, l'efficacité a été améliorée. Elle a été améliorée grâce à quoi? Grâce au fait qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on divise le temps en intervalles, d'accord? Et que typiquement, je ne m'autorise à transmettre qu'au début d'un intervalle. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que si j'ai commencé à transmettre et que j'étais le seul à le faire sur un intervalle de temps, je suis sûr que ma transmission va aboutir en succès. Par contre, ça n'empêche pas que deux stations, malencontreusement, peuvent commencer à transmettre durant le même intervalle. Ça crée une collision. Pareil, en cas de collision, qu'est-ce que je fais? Je tire une valeur aléatoire. Qui dit aléatoire, c'est très puissant puisque j'ai pas besoin de me mettre d'accord avec vous. Puisque, a priori, si on tire une valeur aléatoire, c'est qu'il y a peu de risques qu'on tombe sur à nouveau la même valeur. Ce qui veut dire que lorsque je vais retenter ma transmission, eh bien, j'évite la collision pour qu'elle ne se reproduise à nouveau. Bien évidemment, vous comprenez que plus j'ai de stations sur mon réseau, plus les chances de collision augmentent. Et il faut bien qu'à un moment donné, on puisse, entre guillemets, abandonner. Donc, c'est pour cela que généralement, ici, dans tous ces mécanismes, on va voir qu'il y a un nombre de tentatives limité. Et généralement, il y a une valeur magique en réseau, qui est toujours la valeur 16. Donc, au bout de la 16e tentative, j'abandonne, je me dis, bon, mais il y a trop de problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas bien. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi 16? Est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi en réseau ou en informatique, 16, c'est une valeur qui est assez miraculeuse? Parce que vous allez retrouver partout cette valeur. Alors, en réseau, je peux vous donner des milliards de cas où la valeur par défaut, c'est toujours 16. Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Je vais voter rapidement. Ah, exactement, c'est ça, ouais. C'est pourquoi? C'est parce que c'est généralement une valeur qu'on code sur un octet. Et sur un octet, c'est quoi la valeur max? Alors non, c'est même pas un octet. Non, ça ferait pas 16, c'est 4 bits. C'est 4 bits. D'accord? Donc, effectivement, c'est moitié de registre. Puisque 2 puissance 4, ça fait 16. Alors, allons-y. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodes ont évolué, d'accord, au cours du temps.
Et que pour chacune de ces méthodes, le but, c'était de faire quoi? C'était d'augmenter l'efficacité. Ça veut dire quoi? C'est éviter les déchets. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire être sûr que sur la plupart de mes tentatives, la plupart soient toujours en, euh, en succès. Okay, et on peut voir qu'effectivement, hein, au cours du temps, l'efficacité a été augmentée. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de toutes ces différentes variations, puisque aucune d'elles est celle qu'on utilise en Ethernet. D'accord? Mais en tout cas, en quelques mots, pour vous montrer les améliorations qui ont été apportées, notamment, on a ce qu'on appelle le persistant. Et ça, c'est relativement intéressant. C'est ce qui permet de faire de l'écoute de canal. Donc, ça veut dire qu'au préalable, avant d'émettre, je vais quand même m'assurer que le support est libre. Donc, ça veut dire que plutôt que d'envoyer les yeux fermés, même en début d'un intervalle, au lieu de le faire les yeux fermés, hein, je vais quand même écouter le support pour savoir si une transmission est en cours. Si elle est en cours, je vais attendre jusqu'à ce que le support se libère. Donc, c'est pour ça qu'on dit persistant. Donc, je fais une écoute jusqu'à ce que ça se libère. D'accord? Et ensuite, bien évidemment, de deux choses une. Soit je suis persistant, ça veut dire que hop, ça se libère immédiatement, j'envoie. Ou ce que je peux dire, c'est que dès que ça se libère, je ne vais pas immédiatement envoyer, mais je vais attendre un temps aléatoire. Pourquoi? Parce que si on est plusieurs à écouter et qu'on est plusieurs à attendre que ça se libère, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? C'est que lorsqu'il va y avoir libération, ça va créer des collisions. Donc c'est pour ça qu'on avait au début le persistant où j'envoie systématiquement, ou dans l'autre cas où non persistant, j'attends et finalement je tire une durée aléatoire qui fait que même si ça s'est libéré, il y a une seule station en statistique qui va pouvoir émettre. Ensuite, on a quoi? On a le P persistant. Et le P persistant, dans ce cas-là, ça veut dire que le canal devient libre et je vais introduire une probabilité, d'accord, où je vais émettre avec une certaine probabilité. Donc là, à nouveau, hein, si on utilise tous des probabilités, statistiquement, on ne va pas tous réessayer en même temps puisqu'il y a une probabilité de P que l'on émette et de 1 moins P de ne pas émettre. Et comme vous le voyez, là, ces valeurs ici que j'ai 0,1, 0,5, etc., eh bien, c'est justement les performances selon la probabilité que j'utilise. OK? Donc, comme vous le voyez, toutes ces améliorations qui ont été apportées ont eu pour but d'augmenter l'efficacité, d'accord, de ces méthodes, donc qui sont basées à nouveau sur ce qu'on appelle le CSMA, pour dire que typiquement, on va écouter le support, d'accord, pour autoriser plusieurs stations à accéder sans créer trop de collisions entre elles. D'accord. Donc toutes ces évolutions sont arrivées à la version qu'on utilise dans Ethernet. Et la version qu'on utilise dans Ethernet, c'est pas le persistant, le P persistant, etc. C'est le CSMA CD. D'accord. Donc ça, c'est véritablement la version qui est utilisée par votre carte Ethernet sur votre machine. Exactement, c'est le nombre de machines, tout à fait, Louai, sur le graphe précédent. Tout à fait. Alors, c'est la méthode qui est utilisée par Ethernet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu complexe, mais il faut comprendre que Ethernet, c'est un produit qui a été commercialisé assez rapidement sur le marché et que typiquement, la standardisation est arrivée plus tard. C'est-à-dire que les gens, Ethernet, c'était quelque chose de propriétaire et les mécanismes inclus dans Ethernet ont été standardisés. Et la norme qui standardise Ethernet, c'est ce qu'on appelle la norme 802.3 au sein de l'I3E. Donc l'I3E, c'est un organisme de standardisation qui font la standardisation pour tout, d'accord, et notamment aussi pour tout ce qui est équipement réseau. Et typiquement, tout ce qui est réseaux locaux, tout ce qui est réseaux locaux est toujours indexé par la valeur 802. Donc point 3, c'est Ethernet, d'accord. Le Wi-Fi, c'est point combien, s'il vous plaît? Quand vous achetez votre carte Wi-Fi ou votre ordinateur, on vous dit que c'est compatible, c'est 802 points. Est-ce que quelqu'un se rappelle du chiffre? 11, exactement. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, ouais, tout à fait, c'est 11. Très bonne réponse, Benjamin, Boubou, Louai et Jimmy. Donc, effectivement, c'est 11. Sachant que tous les réseaux locaux, par exemple les anneaux, ont leur propre valeur. Alors, de mémoire,
Vous m'en voudrez pas, mais je crois que l'anneau, c'est 5. Mais il faut vérifier parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, les standards, d'accord, ont un chiffre ici qui indique les différentes topologies qui ont été standardisées. Je reviendrai dessus pour l'I3E. Mais en tout cas, le CSMA-CD, ça a repris beaucoup de choses qui sont communes au CSMA, qu'on vient de voir, mais il y a un certain nombre de variations ici. La première chose qui est la plus importante, et ça c'est vraiment indispensable pour l'avoir compris, c'est que typiquement les cartes Ethernet ont été construites, ont été conçues avec la particularité de pouvoir recevoir en même temps qu'elles transmettent. Et c'est pour ça qu'on appelle cette capacité en anglais une capacité de transceiver, parce que je peux transmettre et recevoir en même temps. Et pourquoi c'est important? Tout simplement, posez-vous la question. Si par exemple on est dans la même salle, d'accord, et on ne peut pas se voir les uns les autres, et qu'à un instant donné, je commence à parler, comment est-ce que je peux savoir que quelqu'un m'a coupé la parole? Quel est le seul moyen que j'ai, si je ne peux pas voir vos lèvres bouger, de savoir qu'à un instant donné, quelqu'un m'a coupé la parole? Comment je fais pour le savoir, ça? Tout simplement, en même temps que je parle, j'écoute. Si ce que j'écoute ne correspond pas à ce qui sort de ma bouche, je sais qu'à un instant donné, il y a eu collision. Eh bien, en réseau, on fait pareil. Donc, ça veut dire que dans Ethernet, la capacité qui a été rajoutée, c'est qu'on exige qu'une station qui transmet continue à écouter le support. Donc, je ne l'écoute pas uniquement dans le but de savoir si le support est libre, j'écoute dans le but de savoir s'il y a eu collision. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je parle de CD. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, j'ai rajouté la possibilité d'être capable de détecter une collision par le fait d'écouter le support en même temps que je transmets. Et c'est la seule façon que j'ai de savoir si oui ou non il y a eu collision. D'accord? Et s'il y a eu collision, donc ça veut dire que si à un instant donné, je transmets quelque chose qui ne correspond pas à ce que je reçois ou ce qui transite sur le réseau, eh bien, je vais, dans ce cas-là, introduire un algorithme de reprise. On a vu un certain nombre d'exemples, mais là, on va faire un peu pareil. C'est basé sur quoi? À nouveau, sur l'utilisation d'un temps aléatoire. Et j'espère que tout le monde aura compris, et c'est ça qui est très important, c'est de voir que la notion de l'aléatoire, c'est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que si vous avez 100 machines sur le même réseau, inutile de les coordonner, donc inutile que toutes se mettent d'accord entre elles, il suffit qu'elles tirent une valeur aléatoire, et typiquement, ça permet d'une manière très simple, sans coordination entre elles, d'accord, d'éviter des collisions dans le futur. Donc, vous voyez, pour un système distribué, soit je dois coordonner tout le monde, soit utiliser un mètre, soit utiliser un jeton pour coordonner les machines, soit j'utilise l'aléa. Donc l'aléa, c'est quelque chose qui, dans les systèmes distribués, il faut se rendre compte que si on ne pouvait pas faire de l'aléa, remplacer ce petit mécanisme par autre chose, ça complexifierait les choses d'une manière extrême. Donc tout le monde doit comprendre qu'ici, l'utilisation de l'aléatoire est incroyable. D'accord? Et à nouveau, comme je vous le dis, il suffit de se poser la question de savoir si je ne peux pas faire de l'aléa, que faire d'autre? Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de faire de la coordination au travers d'un mètre, d'un jeton ou de choses pareilles. Et ça complexifie les choses. Vous voyez que un des avantages, et c'est ce qui a créé le succès d'Ethernet, c'est sa simplicité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mécanisme est apparu dans les années 70-80. À cette époque-là, nos machines n'étaient pas du tout performantes en termes de capacité de traitement ou quoi que ce soit. Donc, tout mécanisme, il y avait un compromis, hein. Il faut avoir quelque chose de simple et de correctement efficace. Donc, pour être 100% efficace, il faut tellement de CPU que les machines n'étaient pas assez puissantes. Donc, le tout, c'était de concevoir quelque chose qui reste un bon compromis. Donc, l'UI Ethernet, c'est uniquement le nom commercial du produit. D'accord? Donc, lorsque McAfee, hein, c'est un chercheur à Xerox PARC à Palo Alto, en Californie, a introduit cette architecture réseau, bah, il lui a donné le nom d'Ethernet. Donc, Ethernet, c'est le nom d'un produit. D'accord? Un produit commercial qui, du coup, par la suite, a été standardisé et c'est devenu la norme 802.3. Donc, Ethernet, c'est rien d'autre qu'un nom commercial. D'accord?
Alors non, alors je suis désolé, j'ai mal prononcé. C'est pas McAfee, c'est McAfee. Ah, bah, cherchez sur internet. Je suis incapable de prononcer. Non, c'est pas le même gars. C'est un autre gars. D'accord. Bon, alors comment ça fonctionne? Alors essayons de comprendre. Donc rappelez-vous que on a deux choses lorsque je transmets. La transmission, ça veut dire quoi? C'est que ma séquence binaire, je la mets sur une fonction créneau qui dès lors va se propager. Donc pour chaque créneau que je génère en codant un bit, celui-ci se propage. Donc on a dit que pour transmettre un message, je ne peux pas emmagasiner le signal quelque part et le libérer. Non, au fur et à mesure que je mets les bits sur mon créneau, le créneau, lui, va se propager. Donc j'ai toujours la phase de transmission, TT, et la phase de propagation du signal. Vous vous rappelez bien de ça, c'est excessivement important. D'accord? Donc, le temps de propagation, ça dépend de la distance entre une station source et destinatrice. Mais la transmission, ça dépend du nombre de bits qu'il me faut transmettre. Donc, tout le monde a compris cette différence entre transmission, où je code les bits sur mon signal, et une fois que le bit a été mis sous la forme d'un créneau, le créneau, lui, il se propage. Je ne peux pas l'emmagasiner, comme je dis. Donc, ça veut dire qu'à un instant donné, il y a de la parallélisation. Ça veut dire qu'ici, je transmets et propage en même temps. Est-ce que tout le monde comprend là le parallélépipède que l'on crée ici? Tout le monde l'a vu, c'est bon? Est-ce que vous pouvez mettre un pouce ou je réexplique la parallélisation qu'on a à ce moment-là, ou le pipelining en anglais? Tout le monde est d'accord? Ok, donc ça c'est excessivement important. Ok, donc laissez-moi nettoyer. Donc ici, normalement, si on regarde, d'accord, et comme on l'a dit, la seule façon de savoir qu'il y a eu collision, et donc de corriger la collision, en retransmettant par la suite, c'est de faire quoi? C'est d'être capable de transmettre en même temps qu'on écoute et de comparer les deux signaux, celui que je transmets et celui que je reçois. Sauf qu'ici, est-ce que finalement la collision, on peut la détecter? Regardons ce qui se passe. Je transmets un message d'une certaine longueur. Donc là, j'ai fini la transmission. Mais voyez que ce qui se passe, c'est qu'à un instant donné, B, lui, n'ayant pas encore reçu S2 n'ayant pas encore reçu le signal qui arrive par la station 1, puisqu'il faut que le signal se propage, eh bien, lui pense qu'il a le droit de transmettre, puisqu'il n'y a pas de transmission de son point de vue. Attention, B est au courant qu'il y a eu une transmission uniquement à ce moment-là. Là, je sais qu'il y a eu une transmission. Donc, ça veut dire que pendant toute cette durée-là, est-ce que S2 a le droit de transmettre? Oui. D'accord? Donc, c'est un peu comme si vous parlez à une très grande distance et que le temps que ça atteigne vos oreilles, ça prend un certain temps. Eh bien, ici, qu'est-ce qui se passe? On a deux problèmes. On a le problème que B ne se rend pas compte qu'il y a une transmission en cours, puisque le signal ne s'est pas encore propagé. Et deux, S1 arrête sa transmission sans avoir le temps de recevoir le signal résultant ici et donc de se rendre compte qu'il y a eu collision. Donc là, on a un gros problème. Donc, à nouveau, je transmets, sauf que je n'ai pas transmis assez longtemps pour recevoir le signal qu'envoie B et qui crée la collision. Donc, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Est-ce que quelqu'un voit une solution qui permette de résoudre ce problème? Parce qu'à la propagation, je ne peux pas accélérer le signal. Le signal, il se véhicule déjà à la vitesse de la lumière. On ne peut pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que S1 se rend compte qu'il y a eu collision? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour que S1 se rende compte qu'il y a eu collision ou pas? Est-ce que vous avez une idée? Exactement. Et donc, Mohamed a tout à fait raison. Le seul moyen, c'est d'être sûr qu'on transmette pendant suffisamment longtemps pour être sûr que typiquement, ici, on puisse avoir les deux signaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux être sûr que le temps de transmission est suffisamment long. Donc, regardons ce que ça veut dire. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai étendu la transmission de A d'une durée suffisamment longue pour être sûr qu'à un instant donné, la collision ait pu être détectée. D'accord? C'est quoi cette durée d'après vous? Est-ce que quelqu'un arrive à voir visuellement
de quelle durée doit être minimum cette transmission ou pas? Est-ce que vous arrivez à le voir? Eh bien, si on regarde, hein, vous voyez que la transmission, elle doit être, alors je vais le mettre ici, hein, elle doit être suffisamment longue, elle doit être égale à quoi? Donc là, le V que j'ai représenté, c'est quoi? Vous voyez qu'ici, j'ai mon temps de propagation, donc ça veut dire que typiquement, le temps de transmission doit être suffisamment long pour qu'il soit au moins égal à 2 fois le TP. Exactement, l'aller-retour. Donc ce que je prends, hein, je prends la distance maximale de mon câble, ça me donne un temps de propagation. Donc ça veut dire que les trames doivent être suffisamment longues pour être sûr qu'une station transmette suffisamment longtemps pour que tout le monde puisse détecter la collision. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, hein, la collision a bien été détectée, aussi bien par par S1 que par S2. D'accord? Donc, comme on l'a dit, suite à la collision, et j'ai pu détecter la collision, parce que je peux écouter en même temps que je transmets, et que 2, je transmets suffisamment longtemps pour me rendre compte que les deux signaux ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, vous vous rappelez, hein, en Ethernet, on a dit qu'on a une taille max, on a aussi du coup une taille min, pour être sûr que les collisions peuvent être détectées. Donc voilà, hein, donc ici la fameuse formule qui explique tout Ethernet. Donc Ethernet, ça a été ça. Ça a été de définir, la garantie que la collision puisse être détectée. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? Une fois que la détection a été détectée, il faut être sûr que tout le monde puisse la détecter. Alors, comme S2 et S1 étaient les seules stations en cours de transmission, comment on peut faire S3 si la station, elle, n'était pas en cours de transmission? Elle reçoit un signal. Comment est-ce que S3 peut savoir que, attention, ce signal est un signal en erreur, puisqu'il a été en collision? Vous voyez que S1 et S2 le savent, puisqu'ils transmettaient. Donc, ils comparent ce qu'ils reçoivent à ce qu'ils transmettent. Par contre, S3 n'était pas en transmission, donc il faut trouver un moyen de pouvoir informer non seulement les stations impliquées, et ce qu'on fait, c'est que, alors, il y a plus simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement demander aux stations qui détectent la collision d'envoyer sur le support ce qu'on appelle une jam sequence. Donc, c'est une séquence binaire particulière qui va permettre sur le réseau d'informer toutes les autres stations qui n'étaient pas impliquées dans une transmission qu'il y a eu collision. Donc, typiquement, ce message, lorsque S3 le reçoit, ça lui indique que, attention, la transmission qui vient d'arriver était en collision et donc il faut ignorer le message. D'accord? Donc, la jam sequence, ça permet d'informer tout le monde qu'il y a eu collision sur le réseau. D'accord? Donc, c'est une séquence particulière, binaire, que tout le monde est censé comprendre. D'accord? Et sera interprétée comme quoi la station est en erreur. Très bien. Donc, il y a un certain nombre de définitions que je vous laisse lire. Hein. Il y a une période de vulnérabilité. Donc, comme on l'a dit, entre le moment où je commence à transmettre, je suis vulnérable, puisque lorsque la transmission commence, vous vous rappelez hein, que ça prend la propagation. Donc, ça veut dire qu'entre l'instant où je commence, et bien là, pendant le TP, S2 peut transmettre puisqu'il ne reçoit toujours pas le support. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce premier TP ici la période de vulnérabilité. Donc ça, c'est relativement grave. Ensuite, on a la fenêtre de collision. Donc ça veut dire que il faut la collision, elle peut advenir au bout de 2 TP. D'accord? Vous voyez que ici, je peux avoir une transmission. Donc ça veut dire que pendant 2 TP, j'ai une fenêtre de collision. Ça veut dire qu'au-delà de ces 2 TP, je peux être sûr que ma transmission sera toujours en succès. J'ai la séquence de brouillage, donc la jam sequence qui est envoyée par toute station détectant une collision. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai envoyé une trame, on m'impose un silence. Pourquoi est-ce que typiquement, lorsque j'ai envoyé une première trame qui est en succès, je n'ai pas le droit d'en envoyer une deuxième immédiatement? Il faut que je me taise pendant un certain temps. Pourquoi est-ce que j'impose un temps de silence, d'après vous? Eh bien, tout simplement, vous voyez que c'est comme ici. Si je n'arrête pas de parler, personne ne peut prendre la parole, puisque je ne peux parler qu'à condition que le support soit libre. Si une station ne joue pas le jeu et envoie du trafic en permanence, personne d'autre ne peut prendre la main. Donc, ça veut dire qu'ici, ce que je fais, c'est que j'introduis une sorte d'équité en forçant le silence à toute station qui vient de transmettre. Elle doit se taire pendant un certain temps pour être sûr que typiquement une autre station puisse commencer à émettre, puisque je ne peux émettre qu'à condition que le support soit libre.
On est d'accord? Donc, maintenant, la procédure est simple, on peut tous la suivre. Donc, qu'est-ce que je fais? Lorsque je cherche à transmettre une trame, d'accord, un message, je vais déjà écouter le support. Si le support est occupé, qu'est-ce que je fais? J'attends. Donc, je continue à écouter jusqu'à ce que le support se libère. Une fois que le support se libère, ou s'il n'était pas occupé et qu'il était libre, je commence à transmettre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à un instant donné, c'était occupé et qu'il y a plusieurs stations qui écoutent, peut-être que tout le monde va commencer à transmettre en même temps. C'est comme ça, c'est le prix à payer, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si jamais il y a une collision, donc la collision, vous vous rappelez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je transmets et je me rends compte que je reçois quelque chose qui ne correspond pas à ce que je transmets. Dans ce cas-là, je vais passer à la procédure 2 ici. D'accord? Et la procédure 2, ça veut dire quoi? C'est qu'on arrête de transmettre le message, j'envoie la jam sequence, j'ai un compteur de retransmission, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le compteur, donc, il est limité à 16, et ça veut dire que tant que je n'ai pas essayé 16 fois, je vais calculer une durée aléatoire dont on a parlé, qui va m'indiquer au bout de combien de temps est-ce que je peux retenter le coup pour retransmettre ma trame qui a été en collision. D'accord? Donc, je répète à nouveau, je transmets, s'il y a collision, j'arrête, j'envoie la jam sequence, je me tais et j'attends avant de réessayer une durée qui a été tirée aléatoire. Okay? Si jamais il n'y avait pas eu de collision, ça veut dire que je suis content, je remets mon compteur à 0 et je termine ma transmission. D'accord? Donc ça veut dire que les collisions, je les compte qu'à condition qu'elles soient consécutives. Si à un instant donné, au bout de 10 collisions, je réussis à transmettre, mon compteur de collision repasse à 0. D'accord? Et si j'ai essayé 15 fois et que j'arrive à la 16e tentative, on me dit d'abandonner. OK? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le calcul, d'accord, du délai aléatoire, du délai d'attente est une valeur aléatoire. Est-ce que c'est équitable entre les gros messages? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une taille max. Donc, il n'y a pas véritablement de gros messages, Boris, et que la plupart du temps, on envoie des trames aussi pleines que possible, et qu'une trame Ethernet a une taille max. D'accord? Donc, tu es quand même limité par la taille, et généralement, on envoie toujours des trames de 1500. D'accord? Puisque c'est la taille max. Alors, comme on a dit, donc une fois qu'il y a eu collision, il faut attendre un temps aléatoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette valeur, elle est exponentielle. Donc, ça veut dire qu'au début, j'ai un ensemble de valeurs possibles. D'accord? J'ai un intervalle de valeurs possibles que je prends. Et que, au fur et à mesure de collisions consécutives, les valeurs aléatoires que je vais prendre, je vais les prendre dans des intervalles qui sont de plus en plus grands. D'accord? Donc, ça veut dire que je multiplie en cas de tentative multiple, je multiplie donc les valeurs, la plage de valeurs que je peux prendre. Ok? Donc, ça veut dire que l'intervalle croît avec le nombre de tentatives. Donc, plus j'ai de tentatives, plus l'intervalle dans lequel je vais piocher la valeur d'attente est large. D'accord? De façon à ce que, pourquoi je fais ça? Parce que plus j'ai des collisions consécutives, plus ça veut dire que le réseau est chargé. Et donc, plus on me dit qu'il faut attendre. Donc, ça veut dire que toutes les stations vont commencer à tirer des valeurs, d'accord, de plus en plus éparses dans un intervalle qui a été multiplié par 2 au fur et à mesure. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de retrait exponentiel, puisque la valeur que je tire, elle va être prise dans un intervalle que je vais multiplier par 2 en termes de valeur en cas de collision successive. D'accord? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, cette histoire d'aléa, hein, c'est juste que je prends un intervalle, je tire une valeur aléatoire, tout le monde a ce même intervalle. S'il y a une collision consécutive, bah maintenant l'intervalle, je le multiplie par 2, de façon à étaler plus dans le temps les tentatives dans le futur. Okay. Donc ça permet d'éviter de rajouter l'huile dans le feu. Plus j'ai de collisions, plus ça veut dire que c'est comment dire occupé, et donc plus il y a de personnes qui essayent, ben, moins il faut essayer de manière rapprochée dans le temps. D'accord. Très bien. Donc, juste pour revenir sur le fait que tout ce que je vous ai décrit maintenant, c'est Ethernet. D'accord? Eh bien, toutes ces technologies, y compris Ethernet, ont été standardisées par l'I3E et ils ont introduit la notion de réseaux locaux. D'accord? Local Area Network. Et donc, pour eux, hein, ils ont donné une définition
à savoir que c'est donc un système de communication de données qui autorise à des machines indépendantes, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas coordonnées entre elles, et il n'y a pas forcément de hiérarchie avec un maître et un esclave, de communiquer directement entre elles, d'accord? Sachant que généralement on couvre des régions géographiques de taille modérée, donc typiquement une salle machine, d'accord? Un étage de bureaux, ok? Et que tout ceci se passe sur un support de communication, d'accord? On a dit ça peut être un bus par exemple, donc un lien, une paire torsadée, avec des débits modérés. Sachant qu'aujourd'hui les débits, ça peut être quelques gigas, donc c'est relativement élevé. Donc dans cette architecture-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux grands organismes de standardisation dans le monde, on a l'OSI et l'I3E. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OSI, historiquement, c'était les premiers à proposer de la standardisation. Donc, c'était les premiers à véritablement donc, offrir des architectures réseau standardisées. Et donc, typiquement, dans la couche OSI, on avait défini 7 couches, d'accord? Sachant que la couche 2, de leur point de vue, a été standardisée de façon à prendre en compte des réseaux de type point-à-point. Donc, typiquement, lorsque l'I3E est arrivé avec des architectures à diffusion naturelle, du fait d'avoir des supports partagés, eh bien, tous les mécanismes qui avaient été introduits par l'OSI, historiquement, ne suffisaient plus. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, lorsque je suis sur un réseau partagé, vous vous rappelez que l'important, c'est d'introduire des méthodes d'accès. Méthodes d'accès qui sont inutiles dans les réseaux point-à-point. Donc, ça veut dire que, comme l'OSI n'avait pas pris en compte la nécessité d'avoir des méthodes d'accès du fait que les supports n'étaient pas partagés dans les réseaux, l'I3E, pour être standard par rapport à ce qu'avait fait l'OSI, s'est dit, très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la couche 2 en introduisant une sous-couche supplémentaire qu'on appelle la sous-couche MAC, sachant que tout ce qui est fait par la liaison de données telle que l'OSI le dit, c'est la sous-couche LLC. Donc, MAC, ça veut dire quoi d'après vous? Vous avez déjà entendu parler d'adresse MAC, j'imagine. Ça veut dire quoi, MAC? MAC, ça veut dire medium en anglais. Donc, medium, c'est le support. A, c'est access, donc accès, et C, contrôle. Donc, vous voyez, donc toutes les méthodes dont on vient de parler, du fait d'être sur des supports partagés au travers de technologies MAC, eh bien, est codé au niveau de la sous-couche MAC. D'accord. Et tout ce qui est, par exemple, fiabilisation avec l'utilisation d'accusés, si les protocoles le font, c'est au niveau de la couche LLC. Bon, maintenant, si on fait le parallèle, donc à nouveau, au niveau de la couche liaison pour l'I3E, on a deux sous-couches. La sous-couche LLC, d'accord, qui fait typiquement du contrôle d'erreur et du contrôle de flux. Et au niveau MAC, on a toutes les méthodes d'accès qui permettent d'éviter les collisions et donc le partage de la bande passante dès lors qu'on est sur les architectures où le support est partagé. Donc, si on regarde ce qui a été normalisé, et donc tous les travaux de l'I3E pour tout ce qui est réseaux locaux a été standardisé par un groupe de travail qu'on appelle le 802. Alors, non, pas vraiment. L'I3E, non, pas vraiment. D'accord? Mais par contre, effectivement, si tu veux avoir la certification comme quoi tu es compliant I3E, effectivement, tu peux éventuellement payer des choses, loi. Ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc typiquement, comme vous le voyez, au niveau de la sous-couche MAC, on a le CSMA-CD. On va parler un peu du CSMA-CA puisque c'est un peu différent pour le Wi-Fi. Pour le token ring, donc avec l'histoire du jeton, c'est ce qui a été standardisé ici. En plus de tout cela, il y a également la couche physique qui a été standardisée pour chacune de ces architectures. Et au niveau LLC, on a 7 normes. D'accord. Bon. Alors, on va simplifier les choses. Pourquoi? Parce que là, je vous montre toute cette architecture qui peut vous paraître un peu indigeste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement, normalement, du fait d'avoir deux couches, ça veut dire qu'au niveau MAC, on rajoute une queue et une en-tête. La couche LLC, elle aussi, est censée rajouter une en-tête supplémentaire puisqu'elle est une couche à part entière. Mais Dieu merci, ce qu'il faut savoir, c'est que Ethernet, qui lui existait déjà sur le commerce auparavant, n'implémentait pas la sous-couche LLC. Donc, ça veut dire que typiquement,
ce qui a été standardisé par l'I3E n'a pas été implémenté dans la version commerciale. Donc, ça veut dire que lorsque je regarde Ethernet, il y a uniquement la couche MAC. Il n'y a pas de couche LLC. Donc, typiquement, il n'y a pas à s'embêter avec LLC. Pourquoi? Parce que typiquement, on ne fait pas de fiabilité. On a uniquement de la détection d'erreurs, mais on ne fait pas de correction d'erreurs. Donc, tant pis. D'accord? Donc, lorsque vous avez de l'architecture sur votre machine, la seule couche qui est, c'est la couche MAC. D'accord? Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'adresse MAC et de cette compagnie. D'accord? Donc, j'ai voulu juste faire une petite introduction à I3E pour que vous voyez que les choses ont été standardisées, qu'on a des normes, puisque lorsque vous achetez des produits réseau, on vous parle de normes 802.3, 802.11, etc. Sachant que Ethernet, lui, dans la norme, n'a implémenté que la sous-couche MAC. D'accord? On sait tout. Ok, donc juste pour voir rapidement le format des trames Ethernet, puisque vous l'avez déjà vu dans Wireshark, d'accord? Donc il y a un certain nombre de champs. Donc ceux que vous ayez vus, c'est les adresses et le type. Le CRC n'est pas donné par Wireshark. Et il y a aussi un préambule, mais qui n'est pas forcément pertinent. Pourquoi? Parce que le préambule ne sert typiquement qu'à permettre de synchroniser le récepteur. Donc, ça veut dire que si à un instant donné, j'écoute le support, eh bien ici, j'ai une séquence particulière qui va m'indiquer que une trame commence. Et donc, ça me permet d'ici, de commencer à écouter pile poil au bon moment. Donc, ça permet de faire de la synchro. Donc, il y a le préambule, les adresses source et destination, d'accord, avec des adresses MAC. Donc, vous avez tous vu que généralement, la notation qu'on utilise, c'est une notation hexadécimale, où je prends chaque octet avec 2 chiffres exacts, séparés par des 2 points. Qu'en tout, bien évidemment, j'ai 6 octets, ce qui donne 48 bits. Et que, juste pour la petite histoire, on rentrera dans les détails plus tard, les 3 premiers octets indiquent quel est votre constructeur. D'accord? Donc, chaque constructeur a un préfixe, d'accord, qui lui permettent donc de produire des cartes dont l'adresse, puisqu'elle est codée en dur sur les cartes au réseau, indique quel est le constructeur. Ensuite, une question rapide, pourquoi est-ce qu'on met l'adresse destination en premier et non pas l'adresse source? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Pourquoi on commence par l'adresse destination et non pas l'adresse source? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, alors c'est pas qu'on s'en fiche, mais il faut savoir que, comme on l'a dit, lorsqu'on est sur un réseau partagé, d'accord, tout le monde reçoit la trame. Donc typiquement, vous, en tant que destinataire, quelle est la première information qui est pertinente? C'est de savoir si la trame vous est destinée. Donc au lieu de la mettre en deuxième, ben, je la mets juste au début, de façon à ce que si je me reconnais pas, qu'est-ce que je fais? Je jette la trame. Donc je la mets en premier, puisque la trame peut être reçue par tout le monde. D'accord? Donc il faut que tous se posent la question de savoir si la trame leur est destinée. Donc ensuite, on a le champ type qui va indiquer quel est le type de données. Vous avez dû voir en TP que effectivement, lorsque j'ai un paquet IP, le champ type a la valeur 0,800. Donc c'est 2 octets. D'autre part, on a des données. Et comme vous le voyez, pourquoi est-ce qu'on a une taille limitée? Pour être capable, d'accord, une taille min, pour être capable de détecter les collisions. Il y a également une taille max qui a été prise à 1500. D'accord? Donc généralement, on est toujours bloqué à 1500. On ne peut pas envoyer des trames plus grosses. D'accord? Et à la fin, on a ce qui permet de faire de la détection d'erreurs, d'accord, pour savoir si des données ont été corrompues. Alors le préambule, Mohamed, comme j'ai dit, c'est juste une espèce de synchro. C'est-à-dire que lorsque tu écoutes sur ton réseau, pour pouvoir te caler pile au début du champ adresse-destination, on met une séquence binaire là qui est assez connue, qui te permet de savoir que il y a une transmission en cours. Où est-ce qu'elle débute? Ben, c'est à la fin du champ préambule parce qu'il y a une séquence binaire assez particulière qui est précise et qui te permet d'être synchrone. D'accord? Exactement. Les adresses MAC identifient le constructeur. Donc un même constructeur, sachant que Apple a plusieurs préfixes. Donc là, je vous ai donné l'exemple de ma machine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Apple a plusieurs préfixes qui leur appartiennent. Donc c'est pas bijectif. Non, c'est pas pour cette raison-là, beaucoup. Non, non. Donc ensuite, on a le CRC et on va voir justement comment on fait de la détection d'erreurs
et non pas de la correction, mais juste de la détection en utilisant ce qu'on appelle les divisions polynomiales. J'y arrive tout à l'heure. Donc, on va accélérer un tout petit peu. Donc, là, c'est un exemple de trace. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Généralement, lorsque vous avez la trace, on a toujours par ligne 16 octets numérotés. D'accord. Et si on décode donc au fur et à mesure l'entête, eh bien, on a bien évidemment au début les adresses. Là, on a le type qui indique que là, j'ai un paquet IP. Et ensuite, j'ai quoi par ça? Eh bien, j'ai mes adresses qui sont là. D'accord. Et généralement, j'ai la dest et la source. D'accord. Donc, voici comment on décode. C'est vraiment très simple. Hein, il n'y a pas vraiment de mystère. Tout est assez simple. D'accord. OK. Bon. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parlons du Wi-Fi rapidement. D'accord. Il y a un petit exercice en TD. Donc, voyons voir comment marche le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, le problème, c'est qu'on ne fait pas du CD, on fait du CA. Pourquoi est-ce qu'on préfère? Donc, le A, ça veut dire quoi? C'est en anglais, c'est avoidance, et ça veut dire qu'on ne fait pas de la détection, mais on fait de l'évitement de collisions. Alors, pourquoi on cherche à éviter les collisions? Alors, quand bien même on peut écouter sur le support, ce qui est très compliqué de faire, c'est de pouvoir détecter les collisions. Alors, plusieurs raisons à cela. Les collisions, elles sont difficiles. Imaginez si à un instant donné, là, vous êtes en train de transmettre et que vous envoyez à B et qu'au même instant, C également envoie à B. Vous voyez que là, le problème qui se passe, c'est que moi, en tant que A, je ne vois pas le signal qui provient de C puisque son signal s'affaiblit sur la distance. Donc, ça veut dire qu'à un instant donné, lorsque je transmets, je ne peux pas savoir qu'une autre station est également en train de transmettre. Donc, le problème ici, c'est que est-ce que A peut savoir qu'il y a eu collision et que du coup, elle doit retransmettre? Non. Elle ne peut pas savoir que le signal qui a été reçu par B a été en collision. Donc, pour éviter ce problème-là, ou pour tout simplement savoir qu'il y a eu collision, on utilise des accusés. D'accord? Chose qu'on ne fait pas dans Ethernet, puisque dans Ethernet, c'est assez simple de savoir qu'il y a eu collision. Mais dans le Wi-Fi, c'est plus possible. Et à nouveau, je vous donne l'exemple. Hein. Si vous êtes au milieu de deux transmissions, ben, personne aux extrémités ne peut savoir qu'il y a eu deux transmissions en cours. Okay. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est assez simple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de transmettre, on attend toujours un délai qui s'appelle le frame spacing, d'accord? Interframe spacing. Et donc, comme on le voit, selon qu'il s'agit des données ou d'un accusé, la valeur n'est pas la même. Pourquoi on introduit cette valeur-là? C'est pour rendre un certain nombre de trafics plus prioritaires. Qu'est-ce que j'entends par là? Si après avoir envoyé mes données, d'accord, j'ai une autre station qui souhaite envoyer des données à nouveau, d'accord, disons ici en bas. Ben, du fait que je suis obligé d'attendre un diffs, vous voyez que l'accusé, lui, sachant qu'il a envoyé après un délai plus court, d'accord, et là, il m'a fait sauter les valeurs, mais c'est pas possible, bon, enfin, peu importe. Donc, du fait que l'accusé soit envoyé au bout d'un délai plus court, ben, il devient plus prioritaire par rapport à une donnée envoyée par une autre station. Donc ici, d'accord, je n'envoie, même s'il est libre, même si le support est libre, je n'envoie pas tout de suite. J'attends un petit délai. Pourquoi? Parce que si à un instant donné, plusieurs stations détectent le fait que ça s'est libéré et que moi j'ai un accusé à envoyer, ben devinez qui va l'emporter? Ben c'est celui qui doit envoyer l'accusé. Parce que l'accusé est plus important puisqu'il va permettre de confirmer qu'il n'y a pas eu collision lors d'une transmission précédente. Donc là, j'introduis cette espèce de délai inter-message de façon à prioriser certains messages plutôt que d'autres. D'accord? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc lorsque je suis une source, ok, et que je détecte que le support est libre, ce que je fais, c'est que je peux envoyer mes données après une durée qui a été déjà introduite, qui est le diffs. Après ça, j'envoie mes données, d'accord? Ok. Donc si les données sont correctement reçues, le destinataire attend une petite durée et renvoie un accusé, ce qui permet de savoir qu'il n'y a pas eu de collision. Donc c'est relativement simple, hein, vous voyez? Par contre, si à un instant donné, pendant que j'attends, durant le diffs ou quoi que ce soit, le support devient occupé, ou s'il était déjà occupé à la base, eh bien, je ne fais pas comme dans Ethernet. Vous vous rappelez, dans Ethernet, ce que je fais, c'est que j'attends que le support se libère et je transmets. Non, ici, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on cherche à éviter les collisions. Dans Ethernet, vous voyez que le fait d'attendre que ça se libère et de transmettre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, immédiatement,
ça va créer des collisions. Dans le Wi-Fi, je ne peux pas payer le prix de la collision. Donc, plutôt que d'attendre qu'il se libère et de transmettre, ce que je fais, c'est que s'il était occupé, c'est là où je vais tirer la fameuse valeur aléatoire dont on a parlé tout à l'heure. De manière assez similaire à Ethernet, je le fais, mais je ne le fais pas uniquement en cas de collision. Je le fais dès lors que c'est occupé. De façon à ce que, lorsque ça se libère, sachant que je dois attendre un délai aléatoire, je peux éviter un maximum de collisions puisque toutes les stations qui étaient en attente de transmission ne vont pas instantanément transmettre en même temps, toutes, alors que le support se libère. D'accord? Donc, ça veut dire que dès lors que le support est occupé, je suis obligé d'attendre qu'il se libère. Une fois qu'il se libère, je commence à décrémenter mon temporisateur qui a été tiré aléatoire. Et c'est uniquement à l'expiration de ce temporisateur que je peux transmettre. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Hein. Il n'y a pas de grand secret. Encore faut-il avoir compris qu'ici, je cherche à éviter les collisions. Dans Ethernet, sachant que je peux les détecter systématiquement, s'il y en a, c'est pas très grave. Je tente de les limiter, mais s'il y en a, bon, c'est pas si grave. Là, dans le Wi-Fi, c'est déjà plus grave. Donc, c'est pour ça que je cherche au maximum à les éviter. Donc, ici, je vous ai remis l'algorithme avec les valeurs. C'est à nouveau de l'exponentiel. Donc, ça veut dire qu'en cas, si le support est détecté, occupé plusieurs fois ou s'il y a des collisions successives, puisqu'effectivement, parfois, les collisions ne peuvent pas être évitées. Et dans ce cas-là, je ne reçois pas d'accusé. Et bien ici, je double l'intervalle de tirage, un peu comme on a fait dans Ethernet. C'est par définition, oui, c'est par définition. Donc, l'accusé, si tu reçois des données qui ne sont pas en collision et qui ne sont pas en erreur, tu renvoies l'accusé. Alors, pourquoi attendre? Alors, je le répète, hein, j'attends pour la raison qui est donnée ici, parce que si à un instant donné, j'ai plusieurs stations qui souhaitent transmettre et que j'ai le choix entre envoyer des données ou envoyer un accusé, pour des données qui ont été envoyées par quelqu'un d'autre. Hein. Ici, j'ai des données qui avaient été envoyées. Si j'ai le choix entre émettre une donnée ou un ACK, qu'est-ce qui est plus prioritaire d'après toi, Dan? Est-ce qu'il vaut mieux dire que les données ont été correctement reçues ou continuer à envoyer d'autres données alors qu'on ne sait pas? Ben oui. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, j'ai introduit ces deux délais, non pas parce que ça évite les collisions, c'est juste que pour que certains trafics soient plus prioritaires que d'autres. D'accord? Donc, voilà. Donc, très bien. Donc, ensuite, il y a un dernier mécanisme qui est optionnel. Donc, j'en parle, sachant que la plupart du temps, nos cartes Wi-Fi ne le font pas. À vrai dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je transmets, je passe par un point d'accès. Donc, ici, j'ai appelé ça un access point. Et donc, un autre mode de fonctionnement, d'accord, c'est de dire que typiquement, si j'ai quelque chose à envoyer, je vais faire une réservation en envoyant une trame RTS. Et la RTS va être reçue par l'AP, qui du coup, suite à l'envoi de ce RTS, va envoyer un message qui s'appelle un clear to quoi? Alors attendez, le S, je ne me rappelle plus, un CTS qui va permettre d'informer tout le monde sur le réseau de se taire puisque quelqu'un désire émettre. Et alors là où c'est très fort, c'est que dans le RTS, je vais mettre la durée nécessaire pour envoyer les données et c'est grâce à cette trame que par la suite, on va réserver la bande passante, ce qui va me permettre d'envoyer pendant que tout le monde se tait. D'accord? Donc ici, oui, Chiara, je ne suis pas rentré dans les détails. On peut également avoir quelque chose de plus prioritaire, mais j'ai voulu garder le truc simple. D'accord? Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc ici, on peut également faire de la réservation, mais c'est pas le mécanisme par défaut. D'accord? Clear to send. Exactement. Le S, c'est ça. OK? Donc ça, c'est un autre mode de fonctionnement. Je vous le mets, mais généralement, il est optionnel. D'accord? Donc, bon, ça peut fonctionner, mais c'est pas systématiquement le truc que j'utilise. OK. Juste une dernière chose, je rentre pas dans le détail de la trame Wi-Fi, mais en tout cas, tout juste pour vous dire que les trames ont un format différent selon que, j'envoie ma trame à l'access point, qui après peut l'envoyer au routeur. D'accord? Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que lorsque j'envoie ma trame au point d'accès, j'ai 3 adresses. D'accord? La première adresse indique à quel point d'accès j'envoie la trame, sachant que je peux être couvert à un instant donné par 2 points d'accès. Donc ici, j'ai le point d'accès 1. Ici, j'ai le point d'accès 2. Donc,
grâce à l'adresse ici, je vais indiquer quel est le point d'accès. Et pareil, le point d'accès peut être connecté à plusieurs routeurs, donc il faut indiquer quel est le routeur par lequel je dois passer. Donc c'est pour ça que je mets 3 en tête, mais qu'une fois que j'ai dépassé ma trame, je n'ai plus besoin que d'avoir l'adresse de la source et l'adresse du routeur à qui est destiné la trame. D'accord? C'est juste parce qu'il y a 2 niveaux, il y a station, point d'accès routeur. D'accord? Et donc, il faut indiquer quel est le point d'accès et en plus, quel est le routeur, puisqu'on peut avoir plusieurs routeurs. OK. Pour conclure ce cours, on va parler très rapidement du contrôle d'erreur. Donc, j'en parle pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qu'on fait dans les trames. On a un champ qui permet de faire du contrôle d'erreur. Donc, attention, cette partie-là tombe sur un devoir. Donc, on peut faire les choses assez simplement en utilisant un code de parité, par exemple. Donc, le code de parité, c'est quelque chose qu'on va rajouter après chaque octet de données et dans lequel on va indiquer si oui ou non par 0, ça veut dire que le nombre de bits à 1 est pair. Si c'est 1, ça veut dire que le nombre de bits à 1 est impair. Et donc, c'est ce qui permet typiquement donc, de détecter lorsque je reçois ce message plus tard, eh bien, si jamais le bit n'est pas cohérent avec le nombre de bits contenus à 1 dans le message, je sais qu'il y a eu erreur. Donc, c'est quelque chose de très simple, d'accord, et qui ne permet que de détecter des erreurs simples. Pour complexifier un peu la chose, on peut également utiliser des blocs, ce qui permet dans ce cas-là non seulement d'avoir on a des bits en ligne et des bits en colonne. Donc, ça veut dire que mes données, je vais les empiler et je vais générer donc le VRC en vertical et ce qu'on appelle le LRC en horizontal. Et donc, ce que je transmets typiquement, c'est les informations bleues et oranges. Donc, la totale est envoyée et grâce à la combinaison de ces 2 bits, eh bien, je peux savoir exactement où est située l'erreur, par exemple. Et je peux le faire dans le cas des erreurs simples, doubles et triples. Et je peux même corriger une erreur lorsqu'elle est simple. Si j'ai plusieurs erreurs, dans ce cas-là, ça ne marche plus. D'accord? Donc ça, c'est un mécanisme assez simple, d'accord, qui est utilisé principalement dans des réseaux relativement simples où j'envoie des caractères un par un. Donc ça, c'est simple. Sachant que nous, ce qu'on va avoir, et c'est ce qu'on fait dans Ethernet, ce sont les codes polynomiaux. Donc accrochez-vous, parce que c'est vraiment très simple, parce qu'il y a des étapes à suivre, et si vous en loupez une, vous n'allez plus comprendre. Mais c'est typiquement ce qu'on fait dans Ethernet. Donc, vous vous rappelez, dans Ethernet, je vous ai dit qu'à la fin, il y a 2 octets et c'est le CRC, d'accord? Eh bien, c'est comme ça qu'on va calculer ces 2 octets. Comment ça fonctionne? Donc, disons qu'ici, j'ai mes données à envoyer. Donc ça, c'est ma séquence binaire que je vais envoyer. Bon, normalement, on en a jusqu'à 1500. J'ai pris un exemple simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de ces données-là, on va générer un polynôme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai un 1, je fais figurer le 1. Là, si c'est un coefficient à 1, je le mets. Là, le 2 n'y est pas. Donc, vous voyez que là, je l'ai sauté. Vous voyez comment je génère mon polynôme? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, je commence par la droite et je mets x0, x1, etc. Et ça me permet d'avoir un polynôme. Est-ce que tout le monde a vu le polynôme qui correspond aux données que je vais envoyer ou pas? Un pouce? OK? Après ça, ce que j'ai, par convention, on va utiliser ce qu'on appelle un code générateur. Ici, je vous donne un exemple. Le degré de ce code générateur, c'est 4. On prend l'exemple simple pour faire la démonstration. Et les codes que j'utilise, vous pouvez aller sur Wikipédia, parce qu'il existe plusieurs types de codes. Et en Ethernet, le code qu'on utilise, il est de degré 32. Ça fait des calculs assez incroyables, mais c'est au niveau matériel. Nous, on va faire les choses assez simplement. Donc, ça veut dire quoi le code générateur? On va faire une division. D'accord? Et bien évidemment, pour que cette division fonctionne, il va falloir décaler le degré de mon polynôme. D'accord? Et ce que je vais mettre dans le CRC, c'est le reste. Donc regardons, attention. Donc à nouveau, je prends mon message que je vous ai donné tout à l'heure. Pour que je puisse le diviser par le polynôme dont le degré est 4. Je vais donc décaler les valeurs de 4. C'est pour ça que je multiplie par x4. Et je fais une division polynomiale. Vous allez voir en TD comme on le fait, c'est relativement simple. Une division polynomiale, c'est vraiment très simple. Ça va me donner un coef et ça va me donner un reste. Eh bien, le message que je vais envoyer, eh bien, le Rx, c'est mon CRC. Donc, les bits que j'ai obtenus, c'est ce qui correspond au CRC. D'accord? C'est comme ça. Donc, vraiment très simple.
À nouveau, j'ai mon message. Je génère le polynôme. Vous vous rappelez, je regarde toutes les puissances une par une et je saute celles qui ne sont pas présentes. J'ai un code générateur qui m'est donné par définition. Je multiplie donc mon message par x4 pour pouvoir faire la division. Donc c'est pour ça que, sachant que là, le degré de G, c'est 4, je multiplie par x4. Je crée ma division. D'accord? La division, ça va me donner un reste et un coef. Le coef, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le CRC ici. C'est le reste. OK? Parce que c'est le CRC que je vais mettre dans mon message. Donc, typiquement, ce que je transmets, c'est le message plus le reste. D'accord? Donc, comme vous le voyez ici, j'ai à nouveau le message que j'avais initialement, qui est là, parce que tout le monde le voit, et le reste que j'ai obtenu dans ma division, que je vous ai indiqué dans le transparent précédent. Et donc, c'est ça le CRC. D'accord? Et typiquement, ce que je fais, c'est qu'au niveau du récepteur, lorsque je reçois le message, je refais la division par le polynôme générateur. Si le reste est différent de 0, dans ce cas-là, je sais qu'il y a eu erreur. Ah oui, c'est énorme. Non, mais tout à fait. Les vrais exemples sont très longs. Là, on a fait un exemple simplifié juste pour vous montrer comment ça marche. D'accord? Donc, c'est une technique qui est très coûteuse, mais on est sur la carte. Donc, comme on est sur une carte réseau et que c'est matériel, on peut payer le prix parce que ça dépense uniquement de l'énergie et non pas du CPU. Puisque tous ces calculs, on est capable de le faire sur la carte réseau. D'accord? Donc, en conclusion, donc on a vu que la plupart des réseaux locaux, c'est des réseaux à support de diffusion naturelle. D'accord? Donc, ça veut dire qu'un message envoyé, reçu de tous, puisque toutes les machines sont connectées sur le même support. Ce qui fait que tout peut transmettre au même instant, mais dans ce cas-là, ça crée des collisions. On doit chercher à éviter les collisions. Et pour ce faire, on se donne des méthodes de contrôle d'accès. Et ces méthodes de contrôle d'accès, on a vu des exemples comme le CMA-CD pour Ethernet, le CA pour le Wi-Fi. D'accord? Toutes ces techniques-là sont implémentées dans une sous-couche qu'on appelle la sous-couche MAC, okay, puisque la couche liaison est découpée en deux et qu'au niveau le plus bas, on a le MAC et que le LLC, dans Ethernet, on l'a pas codé. Donc justement, ce qui standardise Ethernet, c'est la norme 802.3. Le Wi-Fi, c'est la norme 802.11 et que chacune a sa propre sous-couche MAC, d'accord, qui introduit une méthode pour éviter les collisions ou tout simplement pour les corriger. Donc voici le cours pour aujourd'hui. Le devoir est à présent ouvert. Donc il y a un cours qui va prendre le créneau maintenant Zoom. Je vous laisse soit quitter, soit poser des questions. Donc c'était le cours sur la couche liaison. Merci tous d'avoir participé. Je vous souhaite bon appétit et à mercredi pour ceux que je vois en télé.